Chaque semaine, parfois plusieurs fois par semaine, des milliers de personnes restent en vie grâce à la dialyse. Et pour la grande majorité d'entre elles, c'est grâce à une fistule artério-veineuse que cela est possible. Vous ne savez pas très bien ce qu'est une fistule, cet épisode est là pour vous éclairer. Mais si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous recommande de commencer par là. On y explique ce qu'est une fistule, pourquoi elle est essentielle et comment on la crée. Dans cette seconde partie, on parle de la vraie vie avec une fistule. Que faire en cas de problème comme un saignement, une croûte ou une douleur, mais surtout comment vivre avec une fistule au quotidien, au travail, en voyage, en faisant du sport. Bienvenue dans le Néphro Social Club pour tout comprendre de la fistule artério-veineuse en dialyse avec notre experte invitée, le docteur Viviane Duhédal. Allez, on y retourne, c'est parti. Quel est le délai classique pour qu'une fistule soit fonctionnelle ? Il y a un minimum de 4 semaines de maturation. 4 semaines, c'est le tarif pour tout le monde. Après, ça dépend de la taille des vaisseaux, de la réaction. Ça peut être plutôt 6 semaines, des fois 8 semaines. Et puis, quelquefois, il peut y avoir besoin de gestes complémentaires. On a parlé tout à l'heure de la superficialisation, si la veine est trop profonde. Quelquefois, il peut y avoir des rétrécissements qui sont gênants. La veine peut réagir en se sclérosant un petit peu et en se rétrécissant. Alors, le plus souvent, c'est pas gênant. Mais ça peut arriver que ce soit trop important comme réaction et que ça finisse par donner un débit qui va pas être suffisant. Auquel cas, on peut avoir besoin de faire des gestes complémentaires, par exemple une dilatation. D'accord. Il y a une règle après création de fistule qu'on utilise depuis longtemps, c'est la règle des 3-6. Tu peux nous expliquer ce que c'est pour savoir qu'une fistule est fonctionnable et bien développée ? Cette règle des 3-6, alors je viens de réétudier il n'y a pas très longtemps justement toutes ces recommandations et elle est devenue obsolète. D'accord. Ce qui m'a ravie parce que les gens ne sont pas des chiffres. Voilà. Et on peut pas tous avoir une fistule qui fait 600 millilitres minute, 6 mm de diamètre et à moins de 6 mm de profondeur. C'était ça la règle des 3-6. Alors 600 millilitres minute. Ça, c'est le débit. C'est le débit qu'on souhaite avoir dans la fistule. Bon, c'est à peu près ça qu'on veut. Maintenant, il y a des gens qui vont même pas supporter 600 millilitres minute en fonction de leur état vasculaire. Donc, quelquefois, on va tolérer que le débit soit un peu plus faible. Chez quelqu'un qui est, par exemple, assez âgé, avec des vaisseaux fragiles, si on veut faire plus, quelquefois, c'est trop. Leur organisme ne peut pas supporter sur le plan vasculaire, sur le plan cardiaque. Donc, quelquefois, c'est un peu moins. Mais finalement, comme il se trouve que leurs besoins de dialyse sont souvent aussi un peu moindres, on va être tolérant sur le débit et pas demander à ce que ce soit voilà. Alors il y a effectivement des limites en dessous desquelles on a trop peur que ça se bouche. On va essayer de faire augmenter un petit peu le débit. Mais moi j'aime bien l'idée qu'on rentre plus exactement dans des cases. D'accord. Et qu'on dise plus 600 millilitres minute. Alors surtout pour le débit, mais pour la profondeur et le diamètre. Pas seulement. Le diamètre, c'est pareil. Une infirmière qui perfuse un patient qui n'a pas de fistule, elle perfuse une veine qui fait 2 mm. Hein. D'accord ? Donc 6 mm, pourquoi ? En fait, des fois, c'est un peu moins. Souvent, c'est beaucoup plus. Ouais. Voilà. Le 6 mm, bon, c'est un point de repère, on va dire. D'accord. Mais ça ne doit pas être un chiffre absolu. D'accord. Il faut toujours relativiser et puis se demander si la veine ne grossit pas. Pourquoi elle grossit pas ? Quel est le problème ? Est-ce que c'est un problème ? Voilà, il faut toujours se poser des questions et toujours se demander ce dont ce dont le patient a réellement besoin. Et qu'est-ce qu'il risque ? Est-ce qu'il risque vraiment que la fistule se bouche ou est-ce que voilà et quand on se pose un peu plus de questions subtiles, on est un peu moins interventionniste et je trouve que c'est pas mal. Et la profondeur, c'est pareil. C'est un sujet qui peut être un peu difficile, mais ça dépend aussi de la qualité des tissus. Il y a des patients qui ont des tissus denses, solides, qui vont peut-être être un petit peu plus difficiles à ponctionner
mais ils vont avoir des tissus solides, donc ça va pas avoir forcément de conséquences. Par contre, des tissus fragiles d'une personne âgée qui va prendre des anticoagulants, par exemple, et ben quelquefois une profondeur moins importante va être plus dangereuse parce qu'il risque l'hématome beaucoup plus. Donc, il y a l'accessibilité, il y a le risque d'hématome, le risque de complications, et on va toujours réfléchir en fonction de la personne elle-même dans sa globalité, pas juste avec le chiffre. Puis on va demander aux infirmières aussi ce qu'elles en pensent, comment elles sentent la ponction, est-ce qu'elles ont l'impression qu'elles vont arriver à ponctionner ou pas. Voilà. Est-ce que ça fait mal, une fistule, quand on est en post-opératoire? Non. Non, ça ne doit pas faire mal. S'il y a quelque chose qui fait mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut y avoir un hématome. Hein. Voilà. S'il y a un hématome, si ça fait mal, c'est qu'il y a quelque chose de gonflé. Donc, il faut nous alerter. Normalement, c'est quelque chose qui n'est pas... Bon, ça tire un peu, c'est une incision, mais c'est pas... Très algique. Non. Par contre, parfois, il peut arriver que les patients ils décrivent des fourmillements, des sensations de picotement dans les doigts, dans les mains. Est-ce que ça correspond à des lésions nerveuses au moment de la Juste après une chirurgie? intervention? Plusieurs jours, plusieurs semaines après. Alors, picotement dans les doigts, on va toujours se demander si il y a assez de sang artériel qui arrive à la main. Donc, on va étudier cette affaire. Est-ce que c'est associé à une sensation de froid? Est-ce que c'est aggravé par certaines circonstances? À quel moment ça survient? Après, il peut y avoir des petits nerfs superficiels qui sont lésés, mais ça donne pas, ça donne des sensations autour de la cicatrice ou à la racine du pouce. Enfin voilà, c'est pas vraiment dans les doigts. Dans les doigts, c'est soit un problème vasculaire, soit on peut aussi avoir un canal carpien. Enfin voilà, on peut avoir d'autres soucis que tout le monde peut avoir et qui peuvent être aggravés par la fistule. En tout cas, s'il y a des symptômes de ce type, la première chose, c'est le vol vasculaire, c'est-à-dire le sang qui est insuffisant au bout des doigts. Exactement. À cause du shunt de l'artère dans la veine. Exactement. Quand on a, à force d'utiliser la fistule, parfois on a des petites croûtes qui se créent. Parce qu'il faut rappeler qu'il ne faut surtout pas toucher ces croûtes et en parler au docteur et voir le chirurgien s'il faut. Alors absolument. Les petites croûtes qui se forment sur les fistules, bon, alors c'est quelque chose qui est c'est quelque chose d'assez particulier. J'en parle jamais aux patients à qui on vient de faire une fistule parce que c'est pas un sujet dans l'immédiat. C'est vraiment dans l'évolution de la fistule. En fait, les petites croûtes qui apparaissent sur les fistules, ce qu'on craint, c'est la nécrose, en fait. C'est que à force d'utiliser la fistule, on va avoir abîmé la peau. Il peut y avoir une hyperpression due à des rétrécissements, etc. Et ça va abîmer non seulement la peau, mais ça va nécroser jusqu'en profondeur, jusqu'à la veine. Donc, il peut se créer vraiment un vrai défect, en fait, sur la paroi et cutanée et vasculaire. Et là, ça, c'est une fragilité qui peut sauter. Ça peut partir. Et dans ce cas-là, ça peut saigner beaucoup. Donc, effectivement, quand il y a une croûte qui apparaît sur une fistule, il faut absolument alerter néphrologue pour qu'il étudie la question et voir si ça peut être aussi quelque chose de tout à fait bénin. Ça peut être juste une petite croûte suite à une ponction et juste un peu de sang qui a coagulé autour de la zone de ponction. Mais toute croûte douteuse doit être proposée doit être évaluée médicalement. Voilà. Exactement, et surtout, faut effectivement pas y toucher et protéger la croûte pour pas qu'elle saute. Donc un pansement pour pas que ça saute. Et ne plus piquer autour. Alors oui, pour les infirmières, pour les médecins, effectivement, ne pas piquer autour et puis tout de suite nous alerter. Il vaut 1000 fois mieux voir des patients pour dire que non, finalement, c'est pas grave et qu'ils rentrent chez eux, plutôt qu'ils restent avec quelque chose qui est dangereux et qui peut provoquer une hémorragie massive. Il y a parfois une autre complication qui peut arriver, donc tu l'as dit, c'est si ça saigne. Donc, si ça saigne, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors,
La première chose à faire, quand quoi que ce soit saigne, c'est de mettre le doigt sur ce qui saigne. La force de nos doigts est toujours beaucoup plus importante que la force de la pression dans n'importe quel vaisseau. Donc en fait, on pose le doigt dessus et on arrive toujours, à Arrêter le être saignement. plus fort. Voilà. Alors arrêter le saignement, on va Le bloquer, en tout cas. voilà, à le bloquer au moins temporairement. Je dis ça parce que quelquefois on cherche des systèmes. Alors d'abord on cherche des compresses. On n'a pas besoin de chercher des compresses. Hein. On pose le doigt dessus. Le doigt, est-ce qu'il est... Enfin, bon, Pour une question de stérilité, quoi. C'est ça oui, que les gens d'accord, se mais enfin, disent. la peau, elle est déjà pas stérile au départ. Ouais. Donc, voilà, le plus important, c'est d'arrêter le saignement. Après, on peut désinfecter. Hein. On va balancer une bonne dose de désinfectant, voilà. Mais ce qui est d'abord important, c'est d'arrêter le saignement. Donc, on pose le doigt dessus et après, on réfléchit. C'est bien d'avoir quelqu'un pour appeler à l'aide, Ouais. parce que quand on n'a plus qu'une main, parce qu'il y en a une qui comprime, c'est difficile de téléphoner en même temps. Mais je dis ça parce qu'il faut pas essayer de chercher des objets, de chercher quelque chose pour mettre entre le doigt et la fistule, parce que ça va être au contraire contre-productif, parce que ça va gêner la sensation. On sent bien le petit trou. Avec le doigt. Donc, on va sentir où il faut appuyer. Si on a mis quelque chose, on va appuyer sur un truc flou et ça va couler tout autour. Enfin, voilà, c'est dangereux de mettre un intermédiaire entre le doigt et la peau. C'est beaucoup plus simple d'appuyer tout simplement dessus et puis d'appeler après à l'aide et que quelqu'un, un soignant, puisse comprimer dessus. Et l'autre chose qu'il faut surtout pas essayer de faire, c'est de faire un garrot. Parce qu'alors là, sur une fistule, La bouche. ça marche pas du tout. Ça marche pas. Parce qu'on va mettre un garrot dessus et ça va augmenter la pression dedans. Alors que là, ça va devenir très difficile. Donc non, pas de garrot, pas d'intermédiaire. On met le doigt dessus et puis après, on appelle à l'aide. On prévient. Après, effectivement, s'il y a quelqu'un à côté qui trouve un flacon de désinfectant dans la pharmacie, hop, il balance un peu de désinfectant sur le doigt. Voilà, autour. Voilà, ça va réduire le risque infectieux. D'accord. Tout à l'heure, donc, tu parlais on va revenir sur l'ischémie de la main, donc le sang qui passe dans la veine en excès et il y en a moins qui arrivent au bout des doigts. Quand c'est comme ça, est-ce qu'on ferme forcément la fistule ou est-ce qu'on essaye de rattraper chirurgicalement? Alors, si la fistule est mal tolérée, on va réfléchir aux moyens d'action. D'abord, est-ce que c'est très mal toléré ou c'est juste un petit début, une sensation un peu désagréable de froid, etc. Si c'est tolérable, on va réfléchir à tous les moyens médicaux autour pour essayer de ne pas toucher à la fistule. Donc, est-ce que la tension artérielle est bonne? Parce que si la tension artérielle est globalement basse, si on en retire, là, franchement, là, il n'y a plus rien qui arrive. Donc, est-ce que, par exemple, on peut jouer sur la tension? Est-ce que l'état général est bon? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut régler par ailleurs pour essayer d'améliorer globalement la circulation? Et puis, une fois que tout ça est envisagé, on va voir quelle est la part de la fistule et est-ce qu'on peut réduire un peu le débit pour que, s'il y a moins de débit qui monte, il y en a plus qui descend. Hein. Si on freine un peu le débit dans la fistule, ça améliore un peu la circulation de la main. Voilà. Ça, c'est des décisions qui sont assez subtiles, qui nécessitent vraiment une étude très précise et des ajustements et beaucoup de dialogue entre nous, entre néphrologues et chirurgiens, pour essayer au maximum de conserver les fistules, puisqu'ils sont quand même beaucoup plus sécures et beaucoup plus confortables pour les patients. Parfois, la peau, avec le temps, au niveau de la fistule, elle devient fragile. Est-ce qu'on doit hydrater la peau au niveau de la fistule? Ça change pas grand-chose. Hein. Malheureusement, ce qu'on met sur la peau ne change pas la structure de la peau. Ce que je dirais surtout, c'est d'éviter d'abîmer. Donc, par exemple, moi, je suis assez anti-patch. Il y a des patchs d'anesthésie locale qui sont extrêmement simples d'utilisation parce que on décolle. C'est comme comme un autocollant. Hein. On décolle une pastille derrière et pof, on colle.
Ok, c'est super pratique. Mais l'adhésif de ces patchs est extrêmement puissant. Donc, quand on fait ça 3 fois par semaine sur 2 endroits, ça retire un peu d'épiderme à chaque fois. Et là, ça abîme beaucoup la peau. Alors, les anesthésiques locaux pour les ponctions, c'est quand même un progrès génial. J'ai vraiment rien contre. Je trouve que tout ce qui fait du confort pour les patients, c'est vraiment hyper important. Mais par contre, il faut essayer de trouver un autre moyen. Alors, il y a des formes sous forme de petits tubes de pommade anesthésiante. C'est une toute petite manœuvre supplémentaire. On débouche le tube, on met une petite noisette et on met un petit pansement qui est fourni avec et qui est beaucoup moins adhésif que les patchs tout faits. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite manœuvre supplémentaire, mais enfin bon, je trouve que pour conserver la peau en bon état, c'est hyper important. Et il y a même des gens qui ont la peau tellement fragile que même ça finit par leur abîmer la peau. Et ben, on peut même mettre un film alimentaire étirable à la place. Comme ça, on colle rien, juste on maintient la pommade au bon endroit. Très bien. Et dans la même idée, pour ne pas aggraver la fistule, parfois il y a des réactions allergiques justement à ces pansements et on craque, parfois on met des dermocorticoïdes. Est-ce que tu déconseilles de mettre des dermocorticoïdes autour d'une fistule? Alors, ponctuellement, non. Ça peut aider à passer un cap et quelquefois ça peut être vraiment très embêtant ces réactions allergiques. C'est pas très bon non plus. C'est une source de microbes. Enfin voilà, on n'aime pas garder des petites zones suintantes autour de la fistule qu'on va piquer après. Donc moi je pense que ponctuellement c'est une bonne aide, mais il faut pas que ça dure. Il faut vite chercher le pourquoi et réduire au maximum leur utilisation. Mais ça permet de passer des caps. D'accord. Toujours dans la vraie vie de quelqu'un qui a une fistule, donc t'as abordé quelques questions tout à l'heure. Pour le sport, donc toi, tu contre-indiques pas le sport avec une fistule. Au contraire, le sport, c'est bon pour tout le monde. Y compris pour les gens qui ont des fistules. Et en fait, on n'arrête pas de le prouver tous les jours. Enfin voilà, maintenant, il y a même des études scientifiques pour montrer ça, que tout le monde s'en est bien rendu compte, qu'on se porte beaucoup mieux quand on fait du sport. En tout cas, avec le bras de fistule. La fistule va peut-être grossir un peu plus si on fait beaucoup d'efforts. Comme tous les vaisseaux grossissent quand on fait... quelqu'un qui fait de la muscu, on voit beaucoup ses vaisseaux, Ouais. Ses veines. Voilà. Bon. Après... Dans quelle mesure ça fait vraiment grossir la fistule, ça n'a pas vraiment été étudié, parce que il y a d'autres facteurs quand même. Il y a la qualité des veines, il y a la fibrose qui se crée naturellement autour de l'anastomose du fait de la cicatrisation, etc. Puis que bon, je peux pas vraiment. Moi, je n'ai pas observé de modification majeure due à l'exercice. Les fistules qui grossissent le plus, c'est plutôt une question de nature des vaisseaux. Chez les patients jeunes qui ont des vaisseaux de très bonne qualité et qui vont justement pas se rétrécir, qui vont jamais faire de sténose. Alors là, malheureusement, ne jamais faire de sténose, ça peut être un problème parce que plus on leur demande et plus ils grossissent les vaisseaux et ça peut devenir catastrophique. Mais en fait, ça, j'ai jamais vu ça secondaire à l'activité sportive. D'accord. Donc moi, j'encourage toujours les gens à continuer leur activité sportive en disant que le bénéfice, il est tellement important et le risque, franchement, on le connaît pas. Moi, je l'ai jamais observé et j'en ai vu pas mal de gens avec des fistules. Ça fait vraiment pas loin de 30 ans que je m'occupe des fistules, enfin des patients avec des fistules. Ce qui vient à l'idée, c'est les sports de raquettes, par exemple. Les sports de raquettes, c'est pas un souci. Alors, si, ça peut être un souci parce que tous les sports à impact, enfin à risque d'impact, c'est dangereux parce qu'effectivement, il faut quand même pas cogner ce vaisseau qui est un peu fragilisé, voilà. Mais alors, il y a des orthésistes qui sont géniaux et qui peuvent créer sur mesure des petites orthèses pour protéger la fistule. D'accord. Et j'en ai parlé. Ouais, c'est super. Maintenant, avec tous les matériaux de résine, etc., ils font des trucs sur mesure. Maintenant, le vieux plâtre qu'on nous faisait quand on était petit, quand on s'était cassé le poignet, ça existe presque plus. Bon, on le fait aux urgences, mais tout de suite après, on va voir un orthésiste qui va te faire un truc moulé. Oui. Et ils peuvent faire une protection.
D'accord. Et ça, c'est génial. Ça permet de continuer tous les sports d'impact. D'accord. Enfin, ça s'appelle pas un sport d'impact, on va dire tous les sports avec un risque d'impact sur la fistule. Et quand on dort la nuit, est-ce qu'il faut faire attention quand même de ne pas dormir sur le bras de fistule? Faut pas dormir dessus. Faut pas dormir la tête dessus en disant ça. Une fois, j'ai le souvenir d'un patient à qui j'ai fait 3 désobstructions à des intervalles assez rapprochés. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il y a rien, il y a aucun défaut sur la fistule et puis ça arrête pas de se boucher. Et là, il me dit, ah oui, mais moi la nuit, ça me berce, je dors dessus. Ça, non, c'est pas possible. Voilà, il faut pas comprimer. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout au début. D'accord. Pas comprimer. Pas de prise de sang aussi sur le bras de fistule? Alors, la prise de sang, l'utilisation de la fistule pour les ponctions, perfusion, prise de sang. La fistule, elle est faite pour, donc c'est bien, mais il faut que ce soit quelqu'un qui ait l'habitude. Si c'est pas géré, non, c'est pas possible. On va faire une prise de sang. D'abord, on met pas de garrot. On fait pas une prise de sang si on sait pas ce que c'est une fistule et comment on la ponctionne. Il y a des zones de fragilité, il y a des zones à privilégier, etc. Donc, si on sait pas, on le fait pas. Mais en dehors de la fistule, par exemple, une veine sur la main, si quelqu'un qui a une fistule du même côté, on fait pas. Ah si, on peut. On peut. Oui. Même quelqu'un qui n'a pas l'habitude des fistules. Ah oui, quelqu'un qui n'a pas l'habitude des fistules, il faut juste qu'il sache qu'il ne peut pas mettre de garrot. D'accord. Mais il peut tout à fait ponctionner la main du côté de la fistule, ça pose aucun problème. D'accord. Ok. Et dernière petite chose du quotidien, est-ce que quand on prend l'avion, est-ce que l'altitude, ça peut poser un problème sur la fistule? Alors, je ne pense pas. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment eu des études sur le sujet. Mais j'en ai jamais entendu parler, quoi. J'ai jamais vu quelqu'un arriver en me disant j'ai pris l'avion et ma fistule s'est bouchée. D'accord. Alors, il y a dans les thromboses dans l'avion, pour ce qui est des thromboses veineuses profondes, je pense que c'est un peu le même système. Il y a aussi la déshydratation qui est très importante. Donc alors on va pas conseiller à quelqu'un qui a une fistule de boire trop, mais il faut quand même faire attention à pas se déshydrater non plus. D'accord. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Très bien. Viviane, c'était très intéressant. On a abordé, je pense, vraiment beaucoup d'aspects des questions qu'on peut se poser autour de la fistule. Je crois que c'est un entretien qui pourra être utile pour les gens qui, pour la première fois, s'informent autour de la dialyse et de la fistule. Donc, je te remercie beaucoup. Et puis, je te dis à très bientôt parce qu'on travaille ensemble depuis maintenant plusieurs années. Et j'en profite pour te dire merci pour la qualité de ton travail, de votre travail avec les autres, notamment avec Marwan, avec Paul. Voilà, j'en profite et je te dis encore merci. Merci à toi. Vraiment, c'est vraiment super important d'informer au maximum nos patients. Je pense que vraiment, c'est une démarche qui leur apporte beaucoup, mais qui nous apporte beaucoup aussi. Parce que ils ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Donc, s'ils comprennent, c'est plus facile d'avoir des bons échanges. Donc voilà, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ou regardé l'épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, vous pouvez soutenir gratuitement le podcast en lui mettant une note de 5 étoiles sur les plateformes ou en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux ou sur la boîte mail dédiée du podcast. Vous avez tous les détails en description de l'épisode. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.